Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler aujourd'hui du bonheur. Le bonheur à tout prix. La société évolue, les attentes évoluent et ça c'est top. C'était déjà la tendance depuis quelques années, mais depuis le Covid, c'est devenu un vrai phénomène sociétal qui touche bon nombre d'entre nous. Aujourd'hui, faire carrière, c'est de moins en moins prisé. On veut du temps libre, des moments partagés en famille, des voyages, du temps pour soi. On veut un travail qui nous plaise vraiment, on veut être épanoui, on veut une vie qui a du sens. Alors, c'est pas encore une norme, mais on voit bien que même chez les jeunes, les priorités changent et c'est tant mieux. Aujourd'hui, la quête, c'est être heureux. Alors c'est bien joli de vouloir être heureux, mais concrètement, comment on fait ? S'il y avait une recette miracle avec 2-3 mots à dire et c'est dans la poche, ça se saurait. Le bonheur, ça se travaille, ça se cultive, ça s'entretient, ça demande de l'engagement, de l'honnêteté intellectuelle, de la patience, de se responsabiliser, de se reconnecter à soi, de se connaître, de s'accepter, de s'aimer et d'aimer les autres, de partager. Ça fait beaucoup, hein, et je vous entends soupirer et me dire « T'as pas mieux ?» Non, désolé, j'ai pas mieux. Et je comprends vos soupirs, parce qu'aujourd'hui on vous vend du tout et parfois du n'importe quoi, et surtout on vous vend du rapide. Il suffit d'aller dans le rayon développement personnel d'une librairie ou ne serait-ce que voir des pubs sur Insta ou Facebook. C'est effarant le nombre de propositions alléchantes vous promettant d'aller super bien en un rien de temps. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Pour commencer, la première fausse croyance, ça je pense que c'est acquis pour beaucoup, mais quand même, il m'arrive encore de l'entendre, donc non, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors parfois on me rétorque que oui, mais il y participe. Non, il n'y participe même pas. Il va participer au confort de vie, mais certainement pas au bonheur. Le bonheur, il est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Et heureusement parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que les personnes qui ont de l'argent qui sont heureuses. Et puis, à partir de combien d'argent d'ailleurs on se considère comme heureux ? Alors attends, combien tu gagnes toi ? Oh, seulement ça ? Non mais... Allez hop, retourne chez toi. Non, tu seras jamais heureux toi. Heureusement que ça se passe pas comme ça. Et puis, soyons honnêtes, il nous en faut toujours plus. Une voiture plus puissante, une maison plus grande, le dernier iPhone. En réalité, je cherche en permanence à me combler de matérialité alors que tout réside en moi. Et ça ne veut pas dire que pour être heureux, on doit vivre dans le dénuement, pas du tout. Il est tout à fait normal et humain d'avoir envie de se faire plaisir, mais ça doit rester un plaisir, pas combler un vide qui de toute façon ne sera jamais comblé. En tout cas pas par ça. J'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter une robe. Je me l'achète. Mais si j'avais pas pu me l'acheter, ça n'aurait rien changé, j'aurais été heureuse quand même. Être heureux, c'est être comblé par notre vie, par ce que l'on a. Posséder pour posséder, c'est pas le bonheur. Quand j'habitais à Madagascar, j'ai rencontré une femme qui proposait de partager son repas en famille. Comme un peu une table d'hôte chez nous, sauf que là, on est à Madagascar, donc la table d'hôte, autant vous dire, c'est sa maison, mais sa maison, c'est une pièce. C'est la chambre et dans la salle à manger, tout en un. Le sol, c'est le sable, les murs, c'est des rondins de bois, le toit, c'est de la paille. La cuisine, il n'y en a pas, c'est un foyer dehors, évidemment, pas de toilette, pas de salle de bain. C'est, on peut dire, le dénuement quand même. Et cette femme, malgache, elle nous raconte qu'elle était hôtesse de l'air. Donc pour un pays comme Madagascar, elle avait plutôt bien réussi sa vie. Sauf que, au bout de quelques années, elle a compris que c'était pas sa vie justement. Elle avait des jolies choses, de l'argent, un appartement, mais ça la comblait pas, elle n'était pas heureuse. Alors elle a tout quitté et elle est retournée chez elle, dans son village, où il n'y a rien, mais où elle a tout. Elle gagne sa vie en partageant son repas avec des touristes ou des locaux. Et ça lui suffit en fait. C'est ça son bonheur.
C'est se lever le matin, préparer à manger, accueillir des gens, échanger. Elle n'est pas riche, mais ça lui suffit. C'est ça le sens qu'elle a donné à sa vie. Faire plaisir aux autres avec le repas qu'elle cuisine. J'ai adoré cette journée en sa compagnie. C'était hyper riche d'enseignements. D'ailleurs, vivre à Madagascar a été très riche d'enseignements. Mais bon, je vais pas commencer à vous parler de ça parce que là, je pars pour 4 heures et clairement, on n'a pas 4 heures. Bon, tout ça pour dire que, vous l'aurez compris, l'argent ne fait pas le bonheur. Je reviens maintenant sur ce que je disais au début, sur tout ce qu'on peut vous vendre aujourd'hui pour être heureux. On parle beaucoup dans la sphère du développement personnel et puis aussi dans celle de la spiritualité, de la meilleure version de moi. On vous donne même des clés, on vous vend des clés pour obtenir la meilleure version de vous-même. Mais ça veut dire quoi ça, la meilleure version de moi? Parce que la meilleure version de moi, c'est celle que je suis là maintenant, hein. C'est celle que j'étais hier, et puis c'est celle que je serai demain, parce que chaque jour m'apporte de l'expérience en plus. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, je me transforme. Je suis, chaque jour, la meilleure version de moi-même. Ce qui me gêne, c'est que dans la notion de meilleure version, j'entends encore le mot compétition, comme si on n'était pas assez bien et que du coup, fallait qu'on soit mieux. Mais sur quels critères? J'ai même lu « Je vous propose de devenir quelqu'un d'autre ». Non merci en fait. Ça va loin quand même. Là, clairement, c'est nous inciter à nous renier. Se renier au vouloir s'améliorer, ça ne mène pas au bonheur. C'est chercher la perfection qui n'existe pas. S'accepter tel que nous sommes, ça, c'est l'une des clés. Travailler sur soi et sur nos blessures pour aller mieux, ça, c'est l'une des clés. Mais j'y reviendrai plus tard. Et alors, dans la même veine, on vous propose à foison des formations, des stages, des retraites sur des thèmes « Venez découvrir votre plein potentiel ». Alors ça, c'est des mots qui sont super à la mode. Venez activer votre Kundalini. Il y a aussi des cercles de femmes sur le féminin sacré avec des rituels en jolies robes blanches où on vous promet de retrouver votre féminité, votre sexualité. Alors, ce qui en passant n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le féminin sacré, hein. Le féminin sacré, c'est une énergie que femmes et hommes possèdent, tout comme le masculin sacré. C'est le yin et le yang. Et l'important, c'est l'équilibre de ces deux énergies. Bref, on vous propose aussi la cérémonie du cacao sacré. Là, on peut dire quand même que c'est de l'appropriation culturelle, parce que la réalité historique de cette cérémonie n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vous propose. Alors, si je devais prendre un petit bout de ça, un petit bout de ça, et de vous faire un petit mélange, je dirais que le must du must, c'est la retraite spirituelle à Bali, dans un hôtel de luxe 5 étoiles, on est loin de la spiritualité là quand même, destiné au haut potentiel spirituel. Là, c'est le pompon sur la Garonne, et ça, je vous jure que je l'ai vu. Donc, on aura aussi l'activation de la Kundalini, hein, chaque matin, la petite cérémonie du cacao sacré, un petit peu de méditation, un petit atelier pour retrouver son plein potentiel, sa confiance en soi, et évidemment, la meilleure version de soi-même. Et puis, je vous rajoute un petit peu de féminin sacré. Allez hop, emballé, c'est pesé, ça vous fera 8 900 € madame, s'il vous plaît. Bah oui, c'est cher, mais bon, faut savoir ce qu'on veut, hein. Le bonheur en vaut la peine. Bon, là, vous l'avez compris, j'ai pris des exemples extrêmes et parfois douteux, mais pour la plupart, quand même, ce sont des propositions qui sont vraiment top. Évidemment, je ne dis pas que tout est acheté, il y a énormément de propositions qui tiennent la route. Et même dans ces cérémonies ou ces cercles, même si c'est de la réappropriation culturelle, même si ça n'a rien à voir avec l'origine spirituelle de ces traditions, c'est pas très grave. Car après tout, si ça peut vous aider, foncez, allez-y, la question se pose même pas. Je remets pas en cause le bien fondé de ce qui est proposé et surtout les bénéfices que vous pouvez en tirer, mais parfois je trouve quand même que c'est abusé et qu'on nous prend un peu pour des pigeons. Sans parler des gourous qui peuvent vraiment vous manipuler ou même vous détruire, ou des pseudo-psys qui, sous prétexte d'avoir vécu une expérience, s'improvisent coach de vie sans avoir vraiment suivi une formation qui tienne la route, ou qui n'ont absolument pas suivi eux-mêmes un chemin de guérison de leurs propres blessures. Donc faites attention à la manipulation qui est parfois très subtile et sournoise, et qui peut vraiment vous faire bien plus de mal que de bien. Mais voilà, au-delà de tout ça, si ça peut vous aider, foncez, allez-y. Si la personne qui organise ces stages ou ces retraites le fait avec honnêteté, avec amour, en conscience pour vous aider à aller mieux et qu'elle le fait avec le cœur, allez-y. Mais gardez bien en tête que ce ne sont que des outils parmi d'autres. Que peut-être ils vous aideront, mais peut-être pas. Le truc, c'est qu'on veut aller vite.
On veut tout avoir tout de suite. C'est la société qui est comme ça. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un truc, je le commande, je l'ai le lendemain dans ma boîte aux lettres. Et c'est exactement ce qu'on vous propose ici. Partez 5 jours, vous reviendrez transformé et vous serez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Alors peut-être que vous reviendrez transformé, et c'est vraiment, sincèrement tout le mal que je vous souhaite. Mais très vite, vous vous rendrez compte que ça ne suffit pas. Peut-être même que vous irez encore plus mal parce que vous étiez sur un petit nuage, en déconnexion totale, sauf que la vie, elle va reprendre son cours, et que ça n'ira pas mieux. Et même si vous allez mieux, vous vous rendrez compte que c'est pas encore ça le bonheur. Parce qu'encore une fois, le bonheur, il est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Arrêtons de chercher des solutions miracles, ça n'existe pas. Et il y a d'autres choses aussi qu'on doit arrêter. Arrêtons d'attendre de l'autre ou d'une situation qu'il nous apporte le bonheur. Il ne viendra pas. Arrêtons aussi de penser que les autres sont à l'origine de notre malheur. Parce que là, pour le coup, on se déresponsabilise. L'autre ou l'événement qui nous cause du souci devient une excuse pour ne pas chercher à comprendre la vraie raison de pourquoi on va mal. Mais je reviens sur le premier, arrêtons d'attendre. Ne rien attendre en retour. Ça, c'est un élément clé du bonheur. Je donne, point. J'attends rien, même pas un merci. Si j'attends un retour, c'est mon ego qui a besoin d'être comblé. Besoin de reconnaissance le plus souvent. Le pire, c'est quand je donne ou quand je fais quelque chose dans l'unique but d'avoir une reconnaissance. Je ne le fais pas avec le cœur. Je le fais pour obtenir une reconnaissance, une validation qui m'a manqué enfant le plus souvent. Et à ce propos, je vous invite à écouter l'épisode 5 et 7 sur les accords Toltec. Alors tout ça inconsciemment, bien sûr. Sinon, ce serait de la manipulation, ce qui existe aussi. Mais la plupart du temps, c'est inconscient. J'ai tellement manqué d'amour, par exemple, que je vais être la personne la plus serviable du monde avec mes voisins, mes amis, etc. Et en retour, mes voisins et mes amis ne vont pas tarir d'éloges sur moi, bien sûr. Et ça va me nourrir. Ça va combler ce manque. Et même si mes actes sont sincères, ils ne le sont pas à 100%. Et dès que je n'aurai plus d'éloges, je vais me sentir vide. Et c'est un cercle vicieux parce que si je fais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, et qu'en retour, il ne me dit pas merci, parce que c'est ça que j'attends en fait, en retour, j'attends une reconnaissance, je vais me sentir mal. Et je vais pas comprendre, et je vais lui en vouloir quelque part. Et ça amène à ces phrases, dis donc, avec tout ce que j'ai fait pour elle, j'ai même pas un merci, même pas une reconnaissance. Et ça, c'est la même chose pour une situation. Si j'attends d'avoir une promotion, par exemple, pour atteindre le bonheur, il viendra pas. Je vais être content, satisfait, heureux peut-être même, pendant un moment. Mais si, au fond de moi, j'ai pas réglé ce qui doit l'être, ça ne durera pas. Mon mal-être, il refera surface à un moment ou à un autre. Donc vous l'aurez compris, dans l'absolu, je ne dois rien attendre de la vie. Si j'attends, à un moment ou à un autre, je vais forcément être frustré. Et arrêtons de penser que l'autre est à l'origine de notre malheur. Ça aussi, c'est un élément clé. Si j'accuse l'autre de tous mes malheurs, je ne vois pas comment je peux être heureux. Exemple assez fréquent, mon mari m'a quitté et en plus pour une plus jeune que moi. Le drame. Je le sais, je l'ai vécu. Enfin, pas pour une jeunette, mais bon, il m'a quitté. Alors, quand ça arrive, on passe par toutes les émotions possibles et ça c'est normal. Selon la façon dont ça se passe, en plus ça peut être hyper violent à vivre. Donc on passe par des étapes émotionnelles comme pour un deuil. D'ailleurs on appelle ça un deuil blanc. Il y a donc le choc, le déni, la colère, la dépression et la tristesse. Et normalement ensuite il y a la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Sauf que bien souvent, on s'arrête soit à la colère, soit à la dépression. Et là on peut y rester pendant des années. Jusqu'à la fin de notre vie même, et on reproche indéfiniment à l'autre notre malheur. En définitive, nous sommes notre propre bourreau. Et plutôt que d'essayer de comprendre ou de chercher pourquoi cette colère dure, d'où elle me vient réellement, je préfère me déresponsabiliser sur lui et dire que tout est sa faute. C'est plus confortable et ça me demande moins d'efforts. Parce que nous avons le choix d'aller mieux. Ça n'appartient pas à l'autre, ça nous appartient. Moi j'ai pleuré pendant 3 mois. Et un jour, je me suis regardée dans une glace et j'ai vu ma tête défaite par les larmes et je me suis pas reconnue. Et là, je me suis dit, mais Flo, tu vas quand même pas rester comme ça toute ta vie. Donc là, t'as 2 choix. Soit tu pleures et t'as une vie de merde, soit tu te sors les doigts et tu reprends ta vie en main. Vous avez deviné quel choix j'ai fait. Et ça s'est pas fait tout seul, évidemment, j'ai eu besoin d'aide. C'est là qu'interviennent les fameux outils. J'en ai utilisé peu en définitive, thérapie individuelle et de groupe, j'ai fait de l'hypnose aussi, mais surtout beaucoup d'introspection. Mais avant tout, en premier lieu,
J'ai accepté la situation. J'ai accepté qu'il soit parti. J'ai accepté qu'il ne m'aime plus. Et ça, c'est le plus difficile. Mais si je ne l'avais pas accepté, je serais probablement encore dans la colère, à ruminer, à pourrir la vie de mon entourage et surtout à être malheureuse comme les pierres. Et là, j'en viens à un autre élément clé qui est l'acceptation. Si je n'accepte pas ce qui est, je ne peux pas être heureux. Notre objectif, notre but profond, c'est d'être en paix et heureux. Et on voudrait que ça dure tout le temps. Logique. Sauf qu'on pense que pour être heureux, il faut être dans la joie tout le temps. Il faut une vie linéaire, sans peine, sans tristesse et sans merde. Mais dans une vie, il y a des turbulences, et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on apprend. La vie, pour moi, c'est comme le schéma d'un électrocardiogramme. Ça peut pas être plus clair, je trouve. C'est un coup haut, un coup bas, un coup haut, un coup bas, et un jour, ça s'arrête. Parfois je suis triste, parfois je sais plus où j'en suis, je subis un deuil, je perds mes repères, j'ai envie de rien ou juste de pleurer. J'accueille tout ça. J'accueille et je laisse passer. Je laisse ces émotions me traverser sans lutter parce que je sais que ça va aller mieux. Alors ça peut prendre un jour, une semaine, parfois des mois, mais c'est comme ça. Et on peut se faire aider, il y a des tas d'outils pour ça, un psy, la sophrologie, l'hypnose. On peut pas être dans la joie tout le temps, c'est pas possible. Donc, si on n'accepte pas ça, si on n'accepte pas ce mouvement permanent qui est la vie en définitive, c'est difficile de trouver le bonheur. Le bonheur, il doit résider dans les hauts, mais aussi dans les bas. Si je n'accepte pas, je résiste, je me bats. Et je me bats contre des moulins à vent, parce que de toute façon, ce qui m'arrive, je ne peux pas le changer. Je déploie de l'énergie inutilement, et du coup, mes parts d'ombre, là, elles se régalent. Je vais me mettre en colère, je vais en vouloir à la terre entière, et en définitive, je me punis tout seul. Je ne peux pas changer ce qui m'arrive. Par contre, je peux changer la façon dont je vais le vivre. Et c'est là toute la nuance. Quand une merde m'arrive, ok, sur le coup je vais être triste ou en colère, donc je vais prendre le temps de digérer. Mais ensuite j'accepte et j'avance. Ce qui est fait, c'est le passé, je ne peux pas le changer. Par contre, c'est moi qui décide de mon avenir. C'est moi qui décide si je vais vers le mieux ou pas. Alors, petite précision dans ce que je dis, attention, ça ne veut pas dire accepter de se faire maltraiter par exemple, c'est pas ça du tout. Bien évidemment que si on est en danger ou maltraité, il faut en sortir impérativement. C'est pas ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est que si j'ai subi par exemple une maltraitance, j'accepte que ça ait eu lieu. Oui, c'est arrivé. C'était horrible, injuste, dégueulasse, mais c'est arrivé. C'est arrivé, mais je ne laisse pas le pouvoir à mon bourreau, parce que si je n'accepte pas, si je suis toujours dans la colère ou dans la rancœur, je lui redonne le pouvoir et je continue à souffrir. Donc ça veut dire observer ce qui s'est passé et dire « Ok, ça m'est arrivé, c'est comme ça. Ça fait partie de moi, de mes blessures, mais je ne laisse pas cet événement pourrir ma vie. Et peut-être même qu'un jour j'arriverai à pardonner. » Oui, je sais, selon certaines situations, c'est très difficile. Mais là encore, il faut se faire aider, c'est indispensable. Donc oui, c'est difficile, mais pas impossible. Et dans l'acceptation, il y a aussi accepter le fait qu'on n'est pas parfait, encore une fois. On a le droit d'être triste, on a le droit de pas être bien tout le temps, on a le droit d'être de mauvaise humeur, d'être en colère et d'en vouloir à la terre entière. Le tout, c'est que ça ne dure pas. Si ça dure un peu trop longtemps, c'est qu'il y a un truc à creuser. Quand j'entends de quelqu'un qui va mal, je comprends pas. Elle a tout ce qu'on pourrait rêver d'avoir. Elle a un beau mari, une belle situation, elle a une belle maison, un bateau, une maison en Corse, mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Elle a tout pour être heureuse. Qui n'a jamais entendu ça? Alors oui, sur le papier, elle a sans doute tout pour être heureuse. Mais elle ne l'est pas. Qu'est-ce qui lui manque? Il manque l'essentiel à sa vie. Un sens. Si sa vie telle qu'elle est n'a pas de sens, elle ne peut pas être heureuse. Oui, son mari est beau, gentil, elle l'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment de l'amour, en tout cas pas celui qu'elle cherche. Elle a un super job, oui, mais elle s'épanouit pas. Elle a le matériel, oui, mais ça la comble pas. On parle souvent de la crise de la quarantaine chez les hommes, ça existe aussi chez les femmes, bien sûr, quand ils plaquent tout pour refaire leur vie avec quelqu'un d'autre, ou tout seul, peu importe. Moi, j'appelle pas ça une crise. J'appelle ça une prise de conscience. Je prends conscience que mon mari ou ma femme,
Je l'ai aimé, mais c'est plus le cas. Je me suis laissée embarquer dans une vie qui, finalement, ne correspond pas à ce que je voulais profondément, ou qui m'a correspondu pendant un moment, mais plus maintenant. Plutôt que de jouer un rôle et de me renier, plutôt que de tomber dans une dépression et me perdre, j'arrête. Alors pour l'entourage, c'est dur, c'est vrai, mais c'est comme ça. Votre vie est plus importante que celle de n'importe qui. Ma vie est plus importante que celle de n'importe qui. Ça paraît égoïste, mais ça ne l'est pas, parce que c'est ma vie. Et si je ne me réalise pas, si je ne suis pas heureuse, que je passe à côté de ma vie, ça n'est bon ni pour moi, ni pour les autres. Alors concrètement, comment je fais pour être heureux ? Déjà, la première chose, c'est de prendre conscience que je suis dirigée par mon mental, mon ego, qui a accumulé des blessures et du poison émotionnel. En fait, c'est assez simple. Nous portons tous en nous au moins l'une des 5 blessures suivantes. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces 5 blessures, elles ont été identifiées par John Periakos, qui est un psychiatre américain, et elles ont été largement développées par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'y consacrerai, je pense, un épisode d'ailleurs. Ces blessures, elles sont toutes vécues dans l'enfance, de la naissance jusqu'à nos 6 ans environ. Et tout au long de notre vie, selon nos expériences, nos rencontres ou des événements, parfois même anodins, elles vont se réactiver et nous faire du mal. Si je ne prends pas conscience qu'elles m'emprisonnent et m'entravent, rien ne se fera. Je resterai toujours dans mes mêmes schémas de réaction et je ne pourrai jamais m'en sortir. Et là, vous allez me dire, comment faire pour en prendre conscience ? Déjà, vous écoutez cet épisode, donc forcément, ça va vous amener à vous poser des questions. Et justement, posez-vous des questions. Quand une situation ou une parole vous rend triste, cherchez l'origine. Quand vous vous mettez en colère, cherchez la source. Parce que nos réactions à une situation ne sont que la conséquence d'une blessure dont l'origine remonte à l'enfance, inévitablement. Par exemple, avant, je me mettais rarement en colère. En réalité, je me contrôlais. Sauf quand je conduisais. Je devenais vraiment quelqu'un d'autre. Je pouvais me mettre dans une colère noire et je pouvais même devenir incontrôlable. Je me souviens une fois être sortie de ma voiture et balancer mon pied dans la portière du mec derrière moi qui me klaxonnait et m'avait fait un doigt d'honneur parce que je démarrais pas assez vite au feu rouge. Et un jour, j'étais tellement enragée que je me suis effondrée. Mais effondrée vraiment au volant. Et là, j'ai senti toute ma colère sortir. Et là, je me suis dit, attends Flo, c'est disproportionné ta réaction. Et là, c'est pas le fait qu'il t'ait fait un doigt d'honneur qui te met dans cet état-là, c'est pas possible. Et non, parce que là, c'est ce qu'on appelle de la colère mal placée. L'événement réactive en moi une blessure qui me met en colère. J'en ai pris conscience et j'ai cherché d'où venait cette colère. Elle venait de la blessure de l'injustice. J'ai trouvé l'origine, j'ai écouté ma blessure, j'ai apaisé la petite fille blessée que j'étais, et puis depuis, je vous jure que c'est vrai, je ne me mets plus jamais en colère. Une fois que j'ai pris conscience que j'ai des choses à régler, j'essaie de comprendre d'où viennent mes parts d'ombre, quand elles sont profondément ancrées, comme la colère, la tristesse, la peur, etc. Et je cherche à quelles blessures elles sont associées. Puis je cherche l'origine de cette blessure. J'essaie de comprendre aussi mes schémas répétitifs. Pourquoi, par exemple, je vais toujours me mettre en couple avec des hommes qui me négligent, ou pourquoi je n'ose jamais dire non, et que je me laisse humilier. Et je me fais aider, avec des outils qui me correspondent. Un psy, par exemple, en thérapie individuelle ou de groupe, une séance d'hypnose transpersonnelle, la maïeusthésie, bref, il y a plein d'outils qui peuvent vous aider. Il y a la constellation familiale aussi qui peut être d'une grande aide, car il y a aussi un élément qui est important, c'est le transgénérationnel. C'est-à-dire que l'on porte en nous des blessures qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents ou grands-parents. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Donc, en résumé, quand je comprends comment je fonctionne et pourquoi je fonctionne ainsi, et que je comprends que ce n'est pas définitif, que je peux changer les choses, c'est un soulagement. Parce que je comprends que je peux aller mieux. Je peux même aller bien. Et je suis en paix avec mes blessures. Et je peux même m'aimer. Et c'est par là que tout commence. Par s'aimer. Car au final, ces blessures m'empêchent de m'aimer véritablement. Et quand je m'aime, je ne cherche plus à combler un vide. Parce que je suis emplie d'amour pour moi. Je n'ai plus besoin d'aller chercher à l'extérieur parce que j'ai compris que ce dont j'ai besoin,
Et déjà là, à l'intérieur de moi, c'est l'amour que j'ai pour moi. Et quand je m'aime, je peux me réaliser. Je peux enfin vivre la vie qui me convient. Et quand je m'aime, j'aime les autres. Je peux entretenir des relations affectueuses ou amoureuses saines. Et je peux faire le bien autour de moi, rien qu'avec un sourire, parce que je rayonne. Je rayonne de bonheur. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin de cet épisode. Je pourrais vous parler pendant des heures, mais on n'a pas des heures. Donc, je vous retrouve pour un prochain épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, c'est important pour moi, d'avoir vos commentaires aussi, vos retours, hein, les petits pouces en l'air sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne aussi, bref, comme d'hab. Et puis, en attendant de vous retrouver pour un prochain épisode, prenez bien soin de vous.